Jean-Charles, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici. Merci beaucoup de l'accueil. Pour cette masterclass. Je crois que tout le monde a été super content. Et pour terminer, on va faire une petite interview. Je te pose quelques questions. Tu réponds. Voilà. Donc, tu as un parcours légendaire. Tu es considéré comme une légende en France, aussi en Thaïlande. Qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui du niveau de la boxe thaï et des boxeurs actuels? Le niveau, il fait que progresser. Voilà, c'est normal. Ça ne peut pas aller dans le sens inverse. C'est vrai. Mais tu trouves qu'en règle générale, les boxeurs sont vraiment, par rapport à l'âge d'or, on va dire de la boxe dans les années 90-2000, tu trouves que le niveau a encore augmenté ou ils sont c'est plus aseptisé? Oui, donc en fait, le niveau, il fait que augmenter. Par contre, quand on commence le Muay Thai, on est assez impressionné par ce qu'on voit. Et les boxeurs qui nous ont impressionnés quand on a démarré le Muay Thai, quand on était ado, ceux-là, on les oubliera jamais et on ne sera pas plus impressionné par les nouveaux, parce que c'était nouveau à ce moment-là, donc on est plus marqué, on a toujours l'impression qu'avant c'était mieux, et dire avant c'était mieux, même il y a 100 ans il le disait, non, avant c'était pas mieux, c'était différent. Non, c'était pas mieux, c'est mieux maintenant, parce que le niveau il peut que progresser, on peut pas aller dans le sens inverse, quoi. C'est vrai qu'on peut pas aller dans... T'as raison. Quels sont les boxeurs toi, qui t'ont influencé, quels ont été tes modèles quand tu as commencé la boxe thaï? Mes modèles, c'était déjà Samad Bekaroun, Sila Patae Jokijim, il y a eu Robert, Chachai, Kalehat, tous les champions de l'époque que je regardais sur les cassettes VHS que je louais à Belleville. 10 francs la semaine, pas cher. Ouais, c'est pas cher. Que les VHS normales, c'était 30 francs pour une soirée. Ah ouais. Et là, c'est 10 francs la semaine. C'était à Belleville. Ouais, c'était à Belleville. Et puis, ça avait du retard, il disait rien, quoi. Ouais, alors très bien. Il te faisait payer deuxième fois 30 francs. Exactement. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, des boxeurs qui effectuent des reconversions dans le... Ils sont hyper performants en boxe thaï. Ouais. Je prends l'exemple d'un boxeur qu'on connaît tous les deux, Fabio, ouais. Qui est un boxeur, un très grand champion de la boxe thaï française ou Piscitello aussi, qui a eu une belle carrière, ouais. Mais qui se reconvertissent dans le MMA. D'accord, ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Pour être champion de MMA, il faut déjà avoir un bon bagage pour le combat debout, étant donné qu'ils l'ont déjà debout. Donc après, il suffit qu'ils travaillent un petit peu le sol. Effectivement, c'est normal d'être attiré par les sommes qu'on gagne en MMA par rapport à ce qu'on gagne en Muay Thai. C'est vrai que des champions du monde de Muay Thai, ils sont pas très riches. J'ai l'impression qu'en MMA, il y a plus d'argent, mais bon, ça n'est pas mon sport. Moi, mon sport, c'est le Muay Thai. C'est comme quand des gens aiment bien le ping-pong et on va leur dire non mais si tu fais du tennis, tu gagnes plus. Sauf que l'autre, il aime le ping-pong. Ouais, c'est vrai. Si tu aimes le ping-pong, tu joues au ping-pong. Moi, j'aime le Muay Thai. Mais ça m'est arrivé, par contre, de faire 2-3 combats en kickboxing, K1. C'était pas mon sport de prédilection, ouais. Mais je l'ai fait parce que bon, c'est pas, ça se rapproche un petit peu quand même. Il y a des similitudes. Ouais. Et puis ça reste un sport de combat. Et en tout cas, ce qui est bien avec le MMA, c'est que eux auront toujours besoin du Muay Thai, indéfinitivement. Nous, on peut faire du Muay Thai sans... Le Muay Thai peut se passer du MMA. Exactement. Eux ne peuvent pas s'en passer. Donc c'est pour ça que les clubs de Muay Thai marchent fort, parce que plus le MMA marche... plus le Muay Thai marche. Plus le Muay Thai marche, parce qu'on est un peu comme des frères. C'est vrai. C'est un sport de combat. Le Muay Thai, c'est le plus complet debout, et après le plus complet au total, effectivement, avec la lutte. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'attraction financière pour les sports de combat. On voit par exemple Ngannou qui faisait du MMA, qui passe en boxe anglaise, qui gagne des millions de dollars. Et on voit les boxeurs en boxe thaï qui gagnent finalement peu d'argent. Ouais, oui. Même quand tu es un grand champion, ou alors il faut avoir vraiment une régularité tous les mois, avoir des combats réguliers pour pouvoir en vivre décemment, on va dire. À part quelques stars du One tels que Rotang, Superlek ou Stemp, la plupart ne gagnent pas énormément, quoi. Ouais. Eux, c'est les plus payés, quoi. C'est mieux payé. Toi, dans ta carrière de boxeur, est-ce que tu as vécu décemment de la boxe et est-ce que tu en as gardé des petits sous qui t'ont permis d'investir à droite à gauche et préparer ta retraite? Moi, maximum, j'ai gagné une fois ma plus grosse bourse de toute ma vie. J'avais boxé à la Villette, là. Comment s'appelle ce stade qui est à la Villette, là? Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Oui. Et donc, j'ai gagné 7 000 €. Voilà, ça c'était ma plus grosse bourse. Après en Thaïlande. Et t'avais boxé qui? J'avais boxé le Samir Petit Prince. Samir Petit Prince, ouais, exactement. Et après. J'avais vu ton combat. Merci. Après, quand je boxais en Europe, j'avais
pas énormément d'argent, 4 000, 5 000, le 7 000 c'est le maximum que j'ai gagné. En Thaïlande, maximum j'ai gagné 100 000 bahts. Sur les 100 000, tu donnes beaucoup à gauche à droite à tous ceux qui t'ont aidé, au directeur du camp, aux entraîneurs, ou tous ceux qui t'ont massé. Ce qui fait qu'au final, tu as la moitié un peu de cette somme. Sur cette moitié, tu vas dépenser la moitié dans la première soirée, parce qu'il faut bien s'amuser quand même dans la vie. C'est vrai, il faut décompresser. Et après, il te reste pas grand-chose, voilà. Tu t'empresses, après tu fais gaffe, quoi. C'est vrai. Non, mais je me rends compte qu'en fait, finalement, les boxeurs, c'est vraiment une vie dédiée à la boxe et il ne faut rien vraiment attendre Par contre, à part. Donc, tu as vu, je te dis les sommes que je gagnais, mais je vivais comme un millionnaire. Oui. Voilà. Mais parce que je me levais le matin, je faisais ce que j'aimais jusqu'au soir. Il n'y avait pas un moment dans la journée où je ne faisais pas ce que j'aimais. C'est ça ta plus grande richesse finalement. C'est pas l'argent, c'est vivre de son largement plaisir. assez pour inviter les gens au resto et je vivais comme un millionnaire en Thaïlande. Et non, mais je comprends, je vois ce que tu dis. Je me permets, mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma plus grande richesse, c'est ma femme et mes enfants. Et même si j'apporte pas des millions d'euros à la maison, je suis très heureux de ce que je peux faire avec eux, puisque finalement, c'est eux qui m'apportent le plus. L'argent, elle est vraiment secondaire. Mais c'est compliqué aujourd'hui de faire comprendre ça à la jeune génération qui finalement veulent boxer pour tout de suite des sommes astronomiques. C'est vrai que c'est tentant. Ouais. C'est tentant. Et puis en plus, il y a juste un pas à faire. Il faut apprendre à faire du sol. Et après, peut-être qu'ils pourront gagner des millions aussi. Enfin, ça fait rêver en tout cas. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment un qui est sorti du lot, qui a percé, qui est devenu champion de MMA. Non, parmi les champions de boxe qui ont fait des revirements. Il n'y en a pas énormément. Non, il n'y en a pas un qui est devenu un champion de MMA. Non, j'en ai pas vu. Voilà. J'en ai pas vu. Parce que pas énormément, ça veut dire qu'il y en a eu, quoi. Moi, c'est vrai que il n'y en a pas du tout, quoi. Moi, c'est vrai que quand Fabio a commencé son combat de MMA, quand je l'ai vu boxer au One, il a fait un combat au One en MMA. J'aurais imaginé que ça aurait été plus facile pour lui. Et finalement, il a rencontré des vrais problèmes parce que les mecs du MMA viennent tellement de plein de sports différents. C'est un bourbier. Hein. En MMA, si tu mets un tel toi, un coup de pied médian, le mec t'attrape la jambe, t'es mort. Et tu te fais tomber, tu prends des points. Ouais. Si t'attrapes la jambe, t'es foutu, quoi. Donc tu peux taper plus ou moins que dans les cuisses ou dans la tête. Ouais. Taper dans le corps, c'est vraiment risqué parce que si tu tombes et que le mec a un bon bagage en lutte, Et toi qui as justement coaché lors de cette émission mythique aujourd'hui où tu coaches les élèves du TUF avec Georges Saint-Pierre. Sparring with Jean-Charles is awesome, but at the same time, it sucks. T'expliquais dans une interview après que finalement aucun d'entre eux n'avait fait de la boxe taille et que c'est pour ça que tu les avais baladés si facilement. Mais comment tu peux arriver à tel niveau et jamais avoir fait de boxe taille? Mais c'est marrant parce que dans cette vidéo, je crois que je dois apparaître peut-être 3 minutes. La séquence dont tu me parles, elle fait 1 minute 30, 2 minutes. C'est facile. Et en plus, avec l'histoire qu'il raconte derrière, on est complètement pris dans un film, quoi. Et c'est normal qu'en 1 heure ou 2 heures d'entraînement, et au bout d'un moment, il y a forcément un qui va tomber, quoi. Mais si tu mets tous les passages où les mecs qui tombent avec le discours derrière, ça semble complètement fou, quoi. Ouais. Alors que juste glisser, tomber encore à corps, ça arrive tout le temps. Mais effectivement, ils n'avaient pas de bagage technique en Muay Thai. Donc c'était un petit Len Chung. Len Chung, c'est sparring. Hein, Len Chung. Oui, on dit Len Chung, ouais. Donc c'est pour s'amuser, quoi. Effectivement, il y avait une différence de niveau.